Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci d'être avec nous. Nous allons parler de l'aide médicale d'État. Alors, je pose la question, faut-il supprimer, modifier ou ne rien changer à l'aide médicale d'État? Nous avons plusieurs intervenants et vous verrez tout au long du débat, d'autres intervenants vont aussi se joindre et vous allez appeler 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Évidemment, avec nous, Véronique Louwagie, qui est députée Les Républicains de l'Orne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pierre-Henri, qui est président de France Fraternité et ancien directeur général de France Terre d'Asile. Pierre-Henri, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Tout à l'heure, nous aurons en ligne Caroline Fiat, qui a été aide-soignante et qui est députée LFI de Meurthe-et-Moselle, et puis le docteur Edmond Galipon, qui est médecin généraliste, président du syndicat des médecins libéraux du Centre Val-de-Loire, qui interviendra en tant que médecin traitant et qui nous dira ce qu'il en pense. Alors, faut-il supprimer, modifier ou ne rien changer à l'aide médicale d'État? Je voudrais d'abord rappeler ce qu'est l'AME, parce que beaucoup de gens ne savent pas ou ont oublié. Enfin, elle a été mise en place, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, vous m'arrêtez tous les deux, vous connaissez ça 1000 fois mieux que moi. Elle a été mise en place en 2000. Il s'agit de prendre en charge les dépenses de santé des personnes en situation irrégulière, je dis bien irrégulière, sur le sol français. Aide sous conditions de résidence et de ressources. Alors, résidence, plus de 3 mois en France de manière ininterrompue, et justification, avec justification d'identité. Le plafond annuel de ressources ne doit pas dépasser 9 719 €. Un an, l'aide médicale d'État, prise en charge à 100% des soins médicaux et hospitaliers dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Le renouvellement, je disais un an, le renouvellement de l'aide n'est pas automatique. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut ajouter quelque chose, Véronique Louwagie? Non, je crois que c'est bien traduit. Effectivement, c'est une aide qui vient pour permettre aux personnes en situation irrégulière de bénéficier de soins. C'est une aide qui avait été bâtie pour, je dirais, servir les soins urgents qui sont déclinés. Oui. Or, au travers de la mission, puisque finalement, pourquoi je suis là et pourquoi je m'intéresse à ce sujet, c'est que je suis rapporteur spécial de la mission santé dans la loi de finances. C'est que cette mission santé, elle prend en compte l'ensemble des dépenses affectées à l'aide médicale d'État. Voilà. Et cette aide médicale d'État a des crédits budgétaires qui évoluent de manière très importante. Hein. Nous avons 123% de plus qu'il y a 20 ans. Nous avons un nombre de bénéficiaires qui augmente. Hein. Alors, des chiffres. Je vous arrête. Des chiffres. Moi, les chiffres que j'ai, vous allez me dire si ce sont les bons. Fin 2021, 380 762, dit le Sénat. Oui, tout à fait. Et fin 2022, enfin au 30 septembre 2022, pour être plus exact, sur l'AME de droit commun, c'est plus de 400 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Et si nous prenons en compte l'aide médicale d'État, soins urgents et l'aide médicale humanitaire, c'est à peu près 415 000 bénéficiaires. Bien. Donc quasiment 20 000 de plus en une année. 415 000 bénéficiaires. Quel montant ? Alors c'est 1,2 milliard d'euros. Et j'ajoute que j'ai conduit des travaux également sur les soins qui sont donnés aux personnes en situation irrégulière, parce qu'il n'y a pas que l'aide médicale d'État qui intervient pour les personnes en situation irrégulière. Il y a 10 autres dispositifs de santé qui sont pris en charge par le budget de la sécurité sociale, qui viennent donner des soins aux personnes en situation irrégulière. Il y a par exemple le maintien des droits expirés, il y a toutes les personnes qui sont résidentes à Mayotte également, il y a des titres de séjour qui sont accordés pour des soins à certaines personnes. Il y a les soins des personnes en détention, il y a la mission d'intérêt général. Voilà. Et j'ai évalué ces dispositifs à un minimum d'1,7 milliard d'euros qui concernent les soins en personnes en situation irrégulière. Et ce que je déplore, c'est que nous n'ayons pas suffisamment de chiffres et d'éléments de transparence. Il y a de l'opacité sur ces dispositifs. Un élément d'opacité que tout le monde peut facilement comprendre. Il y a 20 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État en plus. Nous savons que les personnes qui sont bénéficiaires de l'aide médicale d'État le restent en moyenne 3,6 années. Mais nous ne savons pas combien de personnes sont rentrées dans l'aide médicale d'État en une année. Puisque les 20 000 dont je parle, c'est un solde de personnes qui sont rentrées dans l'aide médicale d'État et également de personnes qui sont sorties. Or, nous savons qu'il y a eu à peu près 50 000 régularisations de personnes en situation irrégulière à une situation
de situation régulière. Si nous considérons que ces 50 000 personnes étaient des bénéficiaires de l'aide médicale d'État, cela veut dire que nous avons 70 000 nouvelles entrées. Et moi, je voudrais connaître, au travers de ce solde, les entrées et les sorties. Bien. Et nous avons une opacité. Et cette opacité, elle est dangereuse. Parce qu'il y a des amalgames, derrière il y a des caricatures. Véronique Louwagie, nous verrons quelles sont les propositions d'ailleurs des Républicains et quelles sont vos propositions, puisque vous conduisez ce sujet pour les Républicains. Pierre-Henri. Alors, vous venez d'entendre Véronique Louwagie, vous êtes d'accord avec elle? Vous êtes sur les chiffres, sur le constat, sur... Non, mais d'abord, Jean-Jacques Bourdin vous dire que ce débat sur l'aide médicale d'État, c'est un véritable marronnier. Oui. Ça fait 20 ans que ça dure. Oui, ça c'est vrai. Et avec des propositions... Depuis que l'aide médicale d'État existe. Et avec des propositions régulières de la part de la droite, de l'extrême droite, de la supprimer. Bon, donc rien de nouveau de ce point de vue. Simplement, je voudrais rappeler aux auditrices et aux auditeurs l'élément suivant. L'aide médicale d'État, c'est l'exact duplication de la CMU, la couverture médicale universelle, pour les nationaux qui se trouvent dans une situation de précarité. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il ne faut pas gagner plus de 800 € par mois pour pouvoir avoir accès à l'aide médicale d'État. Et c'est la même chose pour nos concitoyens qui sont dans la précarité. Simplement, pour nos concitoyens qui sont dans la précarité, c'est 5,6 millions de personnes qui ont accès à la CMU. Et là, c'est autour de 400 000 pour l'aide médicale d'État. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, lorsque l'on aborde la question des coûts. Alors, évidemment, 1,2 milliard, 1,7 milliard, si je reprends vos chiffres, Madame la députée, ça peut paraître beaucoup, mais enfin, il faut comparer au budget de la sécurité sociale et aux dépenses d'assurance maladie qui sont de plus de 200 milliards. Autrement dit, l'aide médicale d'État, aujourd'hui, ça représente 0,5%. J'insiste, 0,5%. Donc pour vous, c'est symbolique, quoi. Ah, mais c'est pas simplement. Alors non, attention, mais si je vous dis symbolique, pourquoi? C'est parce que vous dites, lorsque, par exemple, le Rassemblement national demande la suppression de l'AME, c'est un geste politique, quoi. Mais c'est totalement idéologique, c'est totalement politique et c'est une posture politique. Parce que là où je vais vous dire que c'est pas simplement symbolique, c'est simplement que l'aide médicale d'État, c'est un dispositif de santé publique qui nous protège tous. Nous développerons, parce que c'est l'un des sujets du débat, d'ailleurs. Oui, Véronique Louwagie, vous voulez compléter ou contester En fait, la question est de savoir si oui ou non, nous voulons maintenir en France un dispositif beaucoup plus généreux que celui qui est donné dans les autres pays européens. Et ça n'est pas moi qui le dis. C'est un autre débat, exactement l'IGF et l'IGAS. C'est la raison pour laquelle, nous sommes le seul pays en Europe à offrir cette aide médicale d'État. Nous sommes le pays le plus généreux. Et ça n'est pas moi qui le dis, je ne fais que traduire, et vous pouvez le reconnaître. Et donc ce qu'il faut, c'est de savoir si nous voulons recentrer pour avoir, je dirais, un dispositif qui soit déjà compris socialement, parce que je crois que c'est très important. Ah mais madame, c'est votre fonction de députée, d'où la raison d'avoir de la transparence. C'est la raison pour laquelle je demande au gouvernement d'avoir de la transparence sur des chiffres. Est-ce qu'il est normal que nous ne puissions pas connaître, par nature de bénéficiaires, une ventilation des nationalités des bénéficiaires de l'AME et des pathologies qui sont exercées par rapport à ces nationalités. Alors que pour les demandeurs d'asile, cette je crois qu'on mélange beaucoup de sujets. Est-ce que notre dispositif favorise une immigration irrégulière ?
Ça, c'est une question qui pèse sur notre système de soins. Voilà. Est-ce qu'il faut lutter contre les dérives? Est-ce qu'il faut lutter contre les abus et les fraudes? Ce sont des questions. Vous croyez, Madame la députée, qu'on traverse la Méditerranée pour venir bénéficier de l'aide médicale d'État et vivre sur les trottoirs de nos grandes villes? Mais où avez-vous vu cela? Vous parlez de différences au sein de l'Union européenne entre les différents États. Écoutez, il y a une étude très récente en Allemagne qui est sortie, où il est vrai que le coût de l'accès restreint aux soins de santé, finalement, montre que le coût est plus élevé qu'un accès régulier. Autrement dit, les études montrent... Restreindre l'accès coûterait plus cher que de... Voilà, restreindre. Et ça, c'est une étude très récente en Allemagne qui montre que, oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est moins favorable qu'en France, mais ça coûte beaucoup plus cher. Eh bien, voilà, et c'est très compréhensible. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas médecin, mais je ne sais pas faire la différence en termes de prévention, madame, entre une bronchite et une pneumonie. Mais par contre, ce que je sais, c'est que si on ne la soigne pas, et si c'est, par exemple, une pneumonie, ça va coûter beaucoup plus cher aux hôpitaux. Pour vous, c'est de la prévention, quoi. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est de la prévention qui nous... Parce que, madame, vous n'allez pas demander les papiers à la tuberculose, vous n'allez pas demander les papiers à un certain nombre de maladies de peau, à un certain nombre de maladies broncho-pulmonaires, et ça nous concerne tous. Et je m'interroge, moi, sur, à partir de la légitimité qui est la vôtre, vous êtes élu depuis 2012, vous avez fait, je crois, 10 000 voix au premier tour pour être élu, 18 000 au second tour, et c'est à partir de vos 18 000 voix que vous voulez en fait imposer à l'ensemble de nos concitoyens, par exemple en Île-de-France, une restriction de l'aide médicale d'État qui les met en danger. Parce que, tout simplement, vous avez dans l'Orne, parce que je parle aussi à vos électeurs et vos électrices. Je suis avant tout une députée de la nation. Oui, bien sûr, madame. Mais vous n'oubliez pas non plus vos propres électeurs, et c'est bien normal. Vous avez 48 habitants au kilomètre carré dans l'Orne. Vous savez combien il y en a à Paris? 21 000. En Île-de-France, 1000 habitants au kilomètre carré. Et manifestement, la population étrangère dans l'Orne, c'est quoi? C'est 9000 personnes. En Île-de-France, c'est près de 2 millions, madame. Eh bien, moi, j'ai besoin de ce dispositif d'aide médicale d'État pour protéger tout le monde. Bien, eh ben vous allez répondre après la pub. Vous allez répondre, Véronique Louwagie. Il est quelle heure? Il est 11h16. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, Pierre-Henri vous a ciblé. Oui. Véronique Louwagie, vous vouliez répondre. Alors allez-y. Oui, tout à fait. Vous indiquiez que nous n'avions pas forcément la capacité d'évaluer, je dirais, une pathologie et de savoir si celle-ci était grave. Je suis tout à fait d'accord avec ça. En revanche, les médecins savent très bien le faire. Et d'ailleurs, ils le font dans le dispositif d'aide médicale d'État, puisque pendant les 3 premiers mois où une personne arrive sur le territoire français et donc est en situation d'irrégularité, elle ne peut pas bénéficier du dispositif d'aide médicale de droit commun, puisqu'il faut avoir une antériorité de 3 mois sur le territoire. Elle bénéficie du dispositif des soins urgents que les hôpitaux et les médecins savent tout à fait décliner. Alors si l'on supprimait l'aide médicale d'État, on irait où? On supprime l'aide médicale d'État. Je suis étranger en situation irrégulière. Je suis arrivé sur le territoire français. Je suis très malade. Je vais où, aux urgences? Non, mais je crois qu'il faut faire en sorte que l'aide médicale d'État soit adaptée aux soins urgents. Pour ne pas accorder un panier de soins qui soit au demeurant le même aujourd'hui que tous les bénéficiaires. Il n'est pas le même, Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous ne pouvez pas dire que c'est le même, c'est faux. Est-ce que vous trouvez normal qu'une personne qui est demandeur
d'asile, qui Oui. fait sa demande d'asile, qui Oui. vient d'un laissé pays, Donc en un situation pays d'origine- irrégulière, mais qui est demandeur d'asile. Oui, qui vient d'un pays d'origine C'est sûre. pas la ME, hein, Où la- pour la- Non mais Oui, laissez-moi d'accord. parler. D'accord. Par exemple, la Moldavie, où Oui. le taux d'admission des demandeurs d'asile est inférieur à 1%, c'est-à-dire Oui. que ce sont des pays d'origine sûre. Cette personne vient en France en faisant une demande d'asile. Oui. Pendant les 3 premiers mois de sa présence, elle est prise en charge par un dispositif aide médicale d'État, soins urgents. Ensuite, elle passe dans un dispositif PUMA, le même que vous, protection universelle maladie. À l'issue de l'examen de son droit d'asile, de solution, où sa demande est acceptée, elle bénéficie du dispositif normal, où sa demande est refusée, elle reste en maintien des droits pendant une période de 7 mois et demi. Ensuite, elle bascule sur un dispositif aide médicale d'État, droit commun. Est-ce que c'est normal qu'une personne de cette nature puisse bénéficier d'un système dont aussi l'asile a été généreux? refusé. Voilà. C'est toujours la même chose. En réalité, vous prenez un aspect totalement marginal pour porter l'opprobre sur l'ensemble du dispositif. Madame, les demandes d'asile moldaves sont epsilon en France. Et vous le savez parfaitement. Par contre, il y a eu une obligation de visa qui a été arrêtée. Et pourquoi? Parce que la Moldavie occupe on va passer une autre fonction au sein Mais de l'Europe. prenons l'exemple d'une personne qui est en situation irrégulière, qui vient du Maghreb ou qui vient d'Afrique subsaharienne. Que se passe-t-il? Même chose. Alors, elle peut bénéficier de l'aide médicale d'État à soins urgents, ce que nous validons, et du côté des Républicains, nous sommes pour recentrer le dispositif d'aide médicale d'État sur les soins urgents. Parce que notre système... Uniquement sur les soins urgents. Voilà, tout à qui fait. décidera d'ailleurs Les médecins et les hôpitaux, médecins et comme les ils le hôpitaux. font de toute façon pour toutes les Caroline personnes Fiat en est avec situation nous, irrégulière. députée LFI de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Caroline Fiat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. L'idée des Républicains, c'est de modifier, c'est pas de supprimer, c'est de modifier l'aide médicale d'État et de la diriger vers les soins uniquement pour les soins urgents. Que répondez-vous? Mais que c'est déjà le cas et puis que c'est un non-sujet. Je pense qu'il y a beaucoup plus urgent à faire en ce moment dans notre pays. Est-ce que vous savez que 82% de non-recours aux soins, il n'y a pas de sujet. Les personnes qui arrivent ne se font déjà pas soigner. Donc, c'est pas un sujet. Oui, mais une personne qui arrive, qui est en situation irrégulière et qui se sent malade, qui souffre, où va-t-elle? Elle bénéficie de l'aide médicale d'État. Oui, j'aimerais bien qu'elles viennent se faire soigner, ce qui n'est pas le cas actuellement. Elles ne se font pas toutes soigner. Mais non, 50% d'entre elles abandonnent, n'ont même pas accès à leurs droits. Parce qu'ils l'ignorent, parce qu'ils ne parlent pas la langue, parce que c'est très compliqué, parce qu'il y a des démarches administratives à faire et que ce n'est pas automatique. Alors là où je partage l'opacité qui est indiquée, parce que finalement nous n'avons pas de chiffres aujourd'hui sur le nombre de personnes en situation irrégulière qui bénéficient de l'aide médicale d'État. Il y a eu une étude menée par un institut à Bordeaux, mais qui l'a fait sur un nombre de 12 000 personnes en situation irrégulière, et qui aboutit à ce que 51% effectivement des personnes en situation irrégulière soient bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Mais c'est toujours difficile sur une cohorte de 12 000 personnes de faire c'est la raison pour laquelle moi je voudrais connaître chaque année nombre de personnes qui deviennent pour la première fois bénéficiaires. Si je comprends bien, potentiellement, l'aide médicale d'État devrait bénéficier à plus de 800 000 personnes et devrait coûter plus de 2,5 milliards, quoi. Monsieur Bourdin, vraiment, la chose importante qu'il faut comprendre, c'est que parfois, le SAMU social rencontre les personnes. Oui. Et vraiment, les supplie d'aller se faire soigner. Et elles refusent. Parce que justement, elles sont dans une situation irrégulière. Et quand les personnes arrivent, elles sont dans un état pitoyable. Oui. Et c'est ça qu'il faudrait régler, plutôt de se dire qu'il faut supprimer ou voir autrement. Oui. Et nous, quand on est soignants, c'est vraiment une difficulté pour nous parce qu'elles arrivent dans un état pitoyable. Et moi, c'est ce que je veux dire aux personnes quand on entend les gens profitent de l'AME, les gens migrent pour profiter du système de soins, c'est faux. Et c'est le message que moi je veux faire passer.
Oui. C'est que les personnes n'en profitent pas. Les personnes n'en profitent pas. Vous pensez, Véronique Louwagie, qu'il y a des personnes qui en profitent ? Je vous pose franchement la question. Je pense, la question, c'est oui. de savoir, quand on voit une évolution des coûts, comme les coûts que j'évoquais, 1,7 milliard d'euros, et je n'ai pas pu évaluer tous les dispositifs, notamment le dispositif SAMU social dont parlait ma collègue Fiat. Je n'ai pas pu l'évaluer, donc c'est encore en plus des 1,7 milliard. Donc la question est de savoir, est-ce que notre système en France est plus généreux que le système des autres pays européens ? À cette question, c'est oui. Tout le monde le reconnaît. Est-ce que nous pouvons continuer doit avoir honte parce qu'on a un système plus généreux ? Est-ce que notre système participe à des dérives, participe à des abus, et participe à des fraudes derrière ? À cette question, moi je dis oui. Madame, et l'administration, l'exécutif doit nous donner un certain nombre d'éléments pour que nous puissions, par tous les organismes aujourd'hui dus à l'AME. Mais Madame la députée, répondez. Quel est le montant des fraudes constatées par tous les organismes de contrôle de l'AME? Vous le savez très bien, c'est moins de 500 000 euros annuels. Moins de 500 000 euros. Vous le savez, démentez-moi. Est-ce que je dis la vérité ? Depuis que je suis rapporteur spécial de cette mission santé, j'ai participé à faire évoluer le dispositif. Un certain nombre de dispositifs. Madame, par exemple, je vais répondre. Est-ce que vous me laissez le temps de vous expliquer ? Oui, je vous en prie. Par exemple, le dispositif de maintien au droit qui était auparavant de 12 mois, où une personne, lorsqu'elle avait un titre de séjour qui était expiré, pouvait rester pendant 12 mois dans le système de santé, ne peut plus y rester que pendant 6 mois. J'ai participé à faire évoluer ce dispositif. J'ai participé également à ce qu'il y ait un certain nombre de contrôles. Lors des contrôles pratiqués l'année passée, si je vais vous y répondre. Allez. C'est 200 000 personnes qui ont été identifiées comme bénéficiaires du système de santé PUMA, alors qu'elles auraient dû bénéficier du système de l'aide médicale d'État. La fraude, c'est moins de 500 000 euros par an. Toute fraude doit être combattue. Toute fraude doit être combattue. Vous ne pouvez pas nier ceci. La fraude fiscale en premier lieu. Attaquez-vous à cela. Mais je suis rapporteur spécial de la mission santé. Je reste dans mon domaine. Bon, alors 11h28, nous allons poursuivre ce débat et Jean va vouloir témoigner. Il est restaurateur et il a un apprenti qui est en AME. Il va nous raconter. A tout de suite, 11h28. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h31. Merci d'être avec nous. Nous parlons de l'aide médicale d'État. Faut-il supprimer, modifier ou ne rien changer à l'aide médicale d'État? Nous sommes avec Véronique Louwagie, qui est députée Les Républicains de l'Orne, avec Caroline Fiat, qui est députée LFI de Meurthe-et-Moselle, Pierre-Henri, président de France Fraternité, ancien directeur général de France Terre d'Asile, et puis témoignage, celui de Jean, qui est avec nous, qui est à Longjumeau dans l'Essonne. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous avez un témoignage à nous apporter, allez-y. Oui, en vous écoutant, vous avez parlé de la Moldavie. J'ai eu un apprenti que j'ai embauché il y a quelques années de ça, un charmant garçon qui était moldave, et donc on l'a pris en apprentissage, et puis comme tout employeur, et surtout avec les apprentis, on est en charge s'il n'a pas de carte de sécurité sociale, bien évidemment, en général, les mineurs, ils n'en ont pas. Donc, on fait les démarches nécessaires auprès des instances nécessaires pour faire la démarche d'avoir une carte vitale. Et puis, dans la discussion et dans le montage du dossier, en plus, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est assistante sociale, donc elle connaît bien tout ça. Et il nous sort une carte médicale d'État. Et donc, au fur et à mesure de la discussion, donc il était moldave avec un passeport. Ils avaient aussi un passeport, quand je dis ils, c'est-à-dire toute la famille, le papa, la maman, les deux frères et lui, étaient tous en aide médicale d'État. Le papa travaillait au Black dans le bâtiment, la maman femme de ménage au Black. Et puis, en fait, le seul qui est rentré dans la légalité, c'était mon brave apprenti, qui évidemment... Sauf que ça a mis beaucoup plus de temps que d'habitude parce qu'effectivement, les services de l'administration n'arrivaient pas trop à comprendre entre l'aide médicale d'État et notre demande de carte vitale. Donc, c'est là que je me suis dit, tiens, on est quand même un pays extrêmement généreux, sous couvert d'humanité que je comprends parfaitement. Simplement, il y avait déjà l'histoire du passeport. Il m'a dit, oui, mais la Moldavie n'est pas dans la communauté européenne, donc on fait tout ça, on a un passeport... On a un passeport roumain pour pouvoir rentrer dans la communauté européenne, venir bénéficier... Alors la question que vous vous êtes posée, Jean, c'est comment se fait-il que toute sa famille bénéficiait de l'aide médicale d'État? Bien sûr, et puis en tant que citoyen qui paye beaucoup d'impôts, et surtout quand vous êtes commerçant, vous dites, moi pour avoir
mon épouse m'a expliqué ce que c'est l'aide médicale d'État, c'est-à-dire que c'est 100%. Oui. C'est-à-dire pour moi, j'essaye d'avoir 100%, il faut quand même que je prenne une mutuelle. Et voilà, quelqu'un qui arrive dans mon pays, il n'y a pas de problème, je l'accueille avec grand plaisir. S'il a envie de travailler, il n'y a pas de problème. S'il a envie de rentrer dans la restauration, il n'y a pas de problème. Simplement, on lui donne beaucoup, enfin, on lui donne pratiquement ce que moi je n'ai pas, quoi. Parce que ma mère n'a pas eu, mon père n'a pas eu, mon grand-père n'a pas eu. Donc, je veux dire, on est extrêmement généreux. Alors, je comprends bien, l'humanité, c'est sympathique, mais au bout d'un moment, je pense que j'ai entendu le président des Républicains ce matin sur une autre radio, qui découvrait des choses. Donc je dis, la classe politique, je ne sais pas si elle est vraiment au courant de ce qui se passe. Alors, il y a des aides qui sont apportées, maintenant on déborde beaucoup, je pense. Bien, Pierre-Henri, alors... Mais c'est pas normal, non? Mais je vais être très clair. S'il y a fraude, il faut la sanctionner. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre un cas marginal pour la totalité. Est-il marginal? Oui, il est marginal. Et nous pouvons l'affirmer à travers toutes les études dont nous disposons. Parce que, alors, franchement, s'il y a un dispositif qui est suivi par toutes les administrations et par les politiques au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est bien celui de l'AME. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Aujourd'hui, le panier de soins de l'AME est réduit par rapport à la CMU. Oui. Par exemple, les frais d'examen bucco-dentaire pour les enfants sont exclus. Les cures thermales, évidemment, il n'y a pas accès. Heureusement, dites-vous, pas de carte vitale pour les titulaires de l'AME, ce qui amène à un certain nombre de refus de soins. Et puis, dernier élément, les dépenses maladie par bénéficiaire de la sécurité sociale, Madame la députée, vous les connaissez, c'est aux environs de 3 300 €. Pour l'AME, c'est 3 000 €, c'est moins donc pour l'AME que pour les bénéficiaires de la sécurité sociale. Caroline Fiat et Véronique Louwagie. Caroline Fiat, vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Pierre-Henri? Oui, parce qu'il y a quand même des abus. Moi, je tiens à le dire, parce que une année, j'ai été rapporteur pour avis avec Véronique Louwagie. Tout à fait, je m'en souviens très bien. Voilà, et lors d'une audition, moi, j'avais été assez surprise d'entendre que des fois, l'AME, elle joue. Et vous savez, c'est des gens qui viennent en jet privé. Qui ont les moyens et qui ne payent pas. Et là, mais ça, c'est le tourisme médical. Ça, il y a des étrangers, Caroline Fiat, il y a des étrangers qui arrivent en jet privé et qui bénéficient de l'AME. Mais s'ils viennent en jet privé, vous êtes d'accord avec moi qu'ils ont largement les moyens de payer? Oui, ça on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Ils rentrent chez eux sans payer, et là, pour ne pas se mettre en brisbille avec le consulat et le pays, on réclame pas et on prend dans l'enveloppe AME. Ah oui. Ah oui, non mais celle-là. C'est-à-dire que l'État paie leurs soins, quoi. Tout à fait. Mais celle-là, on n'en parle jamais parce que on préfère taper sur le méchant migrant. Non mais celle-là, on n'en parle jamais. Et puis, sincèrement, parce que là, la déontologie de notre pays, et ça, c'est ma fierté, c'est que le soignant soignera toujours. On ne demandera jamais à la personne qui arrive face à nous s'il a des papiers ou pas. Et quand on est dans une situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que les établissements de santé n'ont pas les moyens. Heureusement que l'AME existe pour faire tourner nos établissements de santé. Donc, soit on tombe dans un pays qui fait qu'on demande aux soignants de ne plus soigner selon qu'on ait des papiers ou pas, et là, dans ce cas-là, j'aurais honte de mon pays, ou soit on soigne. Et ça, c'est la fierté de mon pays. Bien, merci. En tant que soignant, on soigne et on ne demande pas les papiers aux personnes. Et sincèrement, on ne soigne vraiment pas beaucoup et j'aimerais bien que les personnes n'aient plus peur de rentrer dans un hôpital pour se faire soigner parce qu'ils n'ont pas de papier. Merci Caroline Fiat. Merci Véronique Louwagie. Vous répondez à Caroline Fiat. Oui, tout à fait. Je me souviens très bien de cette audition que nous avions conduite ensemble avec Caroline. Donc effectivement, il y a des personnes qui abusent. Il y a des dérives de notre système. Donc il faut combattre ces dérives. Il faut faire en sorte qu'un certain nombre de fraudes ne se passent pas. Et pour cela, il faut avoir beaucoup plus d'éléments. Et moi, je déplore que l'exécutif, le gouvernement, ne veuille pas répondre à nos demandes
de quelle nationalité sont les bénéficiaires de l'aide médicale d'État et quelles sont les pathologies vis-à-vis de ces nationalités. Pourtant, et vous remarquez au travers des témoignages de gens que finalement ce dispositif n'est plus compris socialement. Non, madame. Si, mais tout à fait. Quand vous avez un témoignage... C'est vous, Jean, républicains. vous avez entendu Jean qui indiquait que 5 personnes du d'une RN famille, qui ils ne mettaient le comprenaient poids, pas. qui Non, mettaient vous la focale n'entendez là-dessus. pas les citoyens. Oui, je les Écoutez entends, madame, écoutez les et je les citoyens. vois. Voilà. Nous avons un certain nombre de cas qui donnent lieu à des fantasmes, donc il faut faire en sorte que ces situations n'existent vous pas. avez raison. bien, alors nous allons prendre 2 médecins. Édouard Galipon d'abord. Édouard Galipon, bonjour. Oui, bonjour, Edmond Galipon. Ah, Edmond, et pourquoi C'est mon Édouard Non, mais vous savez, c'est comme ça, c'est une dérive cérébrale. Dites-moi, Edmond Galipon, vous êtes médecin généraliste, président du syndicat des médecins libéraux du Centre Val-de-Loire. Que dites-vous? Est-ce qu'il faut supprimer, modifier ou ne rien changer? Alors, supprimer l'AME, pour nous, médicalement, je trouve ça injuste. Je pense que toute personne a le droit d'être soignée, quelle que soit son origine et son identité. Donc, sur le plan éthique et déontologique, nous, on n'a pas à dire qu'il faut supprimer ou pas supprimer l'AME. Le problème qu'on a, nous, c'est prendre en charge correctement des patients. Ils ont une assurance maladie de l'État, d'accord. Et c'est pas à nous de dire faut supprimer ou pas supprimer, d'accord. Nous éthiquement on doit soigner, hein, notre boulot, déontologiquement on doit soigner les gens. Après, ce qui pose comme problème sur le plan, je dirais, pratique, c'est que souvent des gens arrivent avec des cartes qui sont périmées, qui sont pas à jour. Souvent, beaucoup de médecins se plaignent que la CPAM, puisque c'est la CPAM qui gère l'AME et qui Caisse primaire d'assurance maladie. Voilà, CPAM, voilà. Et donc, globalement, les médecins se plaignent de ne pas être payés. Donc, nous, on bosse, entre guillemets, pour la gloire. Et que ces patients, on les soigne, on fait des ordonnances. C'est-à-dire qu'on fait bénéficier l'AME sans vous payer, vous, quoi. Oui, en gros. L'État ne paie pas, quoi, si j'ai bien compris. Voilà, donc l'État paie mal. Tous les départements. Hein. Oui. Et le souci souvent, c'est que des gens qui ont l'AME, ils reviennent 1 an après avec une carte périmée. Ils croient qu'ils ont toujours l'AME, en fait, ils l'ont plus. Donc on fait comment? Donc on fait souvent des actes gratuits parce que du fait que vous avez une AME qui est périmée, vous pouvez plus vous faire rémunérer par l'assurance maladie. Hein. Donc alors, c'est pas vrai dans tous les départements. Moi, je suis dans le Loiret, ça marche bien. Hein. L'AME, du moment que la carte est à jour, on fait une photocopie de la carte, on joint une feuille de soins, la Sécurité sociale du Loiret nous rembourse, il n'y a pas de problème. Mais on a des échos quand même d'autres départements où ça marche pas, notamment en Île-de-France. Il y a des gros problèmes. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus énormément de bénéficiaires. Voilà, il y a beaucoup plus de bénéficiaires. Tiens, puisqu'on est en Île-de-France, Samy est médecin à Paris. Bonjour Samy. Bonjour Jean-Jacques, merci de me donner la parole. Je vous en prie Samy. Moi ça va être un petit coup de gueule si vous me le permettez. Allez-y. Voilà, merci. Je dirais simplement que cette histoire d'AME c'est encore de la démagogie en fait et de la pure idéologie qui ne sert à rien. La branche maladie aujourd'hui en France c'est 220 milliards. D'accord, 220 milliards. J'espère qu'il y a des gens qui entendent les chiffres, parce que comme dit l'adage, nul n'est plus sûr que celui qui ne veut pas entendre. 220 milliards. Aujourd'hui, on vient nous vendre qu'on veut supprimer l'AME parce qu'il faut économiser 1 milliard, 1,2 milliard. J'aimerais bien savoir si les gens veulent recevoir des livreurs Uber Eats ou Deliveroo qui ont de la tuberculose et qui sont contaminants par voie aéroportée. Je veux dire, c'est de la démagogie. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se soigner, ils ont des enfants. On ne peut pas laisser les gens comme ça n'a pas de sens en fait. Il y a d'autres économies à faire ailleurs. On a des gens par exemple qui partent en vacances, qui vont voir leur médecin pour avoir de l'Imodium et du Spasfan et des médicaments en fait pour ne pas avoir la tourista. C'est pris en charge. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un acharnement ignoble contre des gens qui sont déjà dans la misère, en fait. Et c'est pas là où on peut faire des économies. Maintenant, pour rentrer dans l'aspect technique, l'aide médicale d'État pouvait être transformée déjà il y a quelques années en aide médicale urgente. C'est-à-dire, on crée des centres où il y a un fichage. C'est-à-dire que la personne, en fait, qui bénéficie de cette aide, en passant par 2 centres, 3 centres différents, on va voir que c'est centralisé. On va lui dire, non, écoutez, vous êtes passé hier chez le médecin ou ce matin, vous venez cet après-midi, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on a rétorqué à ça? Comme quoi c'est une atteinte à la liberté de chacun de se soigner. Sachant que les gens qui sont en situation régulière, comme vous et moi, on est obligé de déclarer un médecin traitant sous peine d'être moins remboursé. Donc aujourd'hui, c'est de la démagogie en fait. Tout simplement.
Donc non, il ne faut pas supprimer l'aide médicale d'État parce qu'en fait, elle nous protège. Je rappelle que quand il y a eu le Covid, en fait, et le Covid, il est contaminant, d'accord, on a dépensé 6 milliards en un an pour avoir des chiffres pour des épidémiologistes, pour avoir des médecins, en fait, qui sont passés sur les plateaux télé, en fait, pour raconter des sottises aux gens. 6 milliards en un an. Là, on parle d'1 milliard. Sur une branche maladie qui coûte 220 milliards. Et je veux dire, aujourd'hui, monsieur Attal, le gouvernement, je m'excuse du terme, hein, la catégorie des gens qui profitent de la misère et des gens qui sont en situation de faiblesse et qui les jettent par la suite, vous savez comment on les appelle? Des proxénètes. Pardon du terme. Véritablement. Voilà. Bien, donc bien. Alors, Samy, les livreurs de bouffe qui viennent chez vous le soir pour vous déposer votre bouffe. C'est vrai, ça. Beaucoup sont clandestins. S'ils n'ont pas la ME, ils vont ramener des maladies. Samy, je comprends très très bien. Alors, que faire? Quelle solution? Nous allons voir la solution que vous proposez. Nous allons réfléchir, puisque LR fait des propositions. Tout à fait. Je ne parle pas de suppression. J'oublie la suppression. Vous voulez modifier l'aide médicale d'État. Samy, si vous pouvez encore rester avec nous 3-4 minutes, nous verrons quelle est la solution que vous proposez s'il faut améliorer le système. Allez, 11h44, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h47, nous terminons sur l'aide médicale d'État. Faut-il supprimer, modifier ou ne rien changer? Alors, quelle solution proposez-vous aux Républicains, Véronique Louwagie? Premièrement, d'obtenir de l'exécutif du gouvernement un certain nombre de données aujourd'hui qui nous échappent, notamment sur le nombre d'entrants, de bénéficiaires entrants chaque année dans l'aide médicale d'État, puisque le nombre de 20 000 d'augmentation, c'est un solde. Deux, d'avoir des données sur la nationalité de ces bénéficiaires et les pathologies qui sont déclinées au niveau de ces bénéficiaires. Deuxièmement, il faut recentrer l'aide médicale d'État sur les soins urgents. Des bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Voilà, comme cela existe pour les demandeurs de droit d'asile. Et nous ne l'avons pas pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Voilà. C'est tout ce que vous demandez ? Premier point. Deuxième point, recentrer l'aide médicale d'État sur les soins urgents, comme cela est décliné dans un grand nombre de pays européens. Il faut laisser aux médecins, aux hôpitaux, aux services d'urgence, la possibilité de décliner. Pousse la porte donc d'un cabinet médical. Oui. Et c'est le médecin qui va déterminer. Tout à fait. S'il détermine que le soin n'est pas vraiment urgent. Eh bien, il lui appartiendra alors de voir ce qu'il fait. Le soin urgent est apprécié déjà par les médecins et les hôpitaux, puisque la personne en situation irrégulière, durant les 3 premiers mois de son entrée sur le pays, bénéficie de ce dispositif des soins urgents. Donc nous proposons de le maintenir et de ne pas donner une ouverture par un panier de soins qui est très généreux. Troisième point, il faut effectivement plus contrôler, et là c'est un autre sujet, tout ce qui concerne l'immigration, parce que quand nous voyons que des personnes en situation irrégulière sont bénéficiaires de l'aide médicale d'État pendant 3,6 années, c'est le délai moyen de maintien dans ce dispositif, ça n'est pas normal. Bien, alors, nouveau témoignage. Oui, Samy, vous vouliez dire quelque chose simplement ? Le témoignage c'est la preuve elle-même que c'est un problème en fait politique et c'est un problème du ministère de l'Intérieur que plus un problème de santé. La personne qui est passée tout à l'heure, qui a dit qu'il y a des gens qui viennent avec un jet privé pour se soigner avec l'aide médicale, elle est complètement à côté de la plaque, puisque pour bénéficier de l'aide médicale d'État, il faut avoir séjourné en France en situation régulière pendant plusieurs mois, faire une demande avec des preuves. Voilà, exactement, et rentrer des preuves. Donc les gens qui viennent avec un jet privé, par exemple des pays du Moyen-Orient, ils ont suffisamment d'entreprises et d'affaires qui coûtent des millions pour attendre une aide médicale d'État. Je veux dire, à un moment, il faut sortir de la schizophrénie, la bipolarité. Voilà. Donc, madame la députée qui est LR, je dirais que le parti politique cherche à renaître ensemble, mais vous n'allez pas le faire sur le dos des gens qui sont déjà dans la misère. Donc, soyons sérieux. Bien. Voilà, il faut trouver d'autres créneaux. Bien, merci Samy, merci d'être avec nous. Mais Timothée est à Bédarieux, infirmier lui, et dans Bédarieux dans l'Hérault, et voulait témoigner. Bonjour Timothée. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Non, mais c'était pour donner un exemple. Alors, allez-y. L'utilisation de notre argent pour des personnes étrangères. Allez-y. J'ai travaillé pendant 5 ans en dialyse. Et qui était un sujet sensible il n'y a pas longtemps, parce que ça coûte très cher à la France. Et pour vous donner un exemple, j'avais, 15 ou 20% de ma patientèle qui était étrangère. Oui. Qui n'était pas que du Maghreb, qui était aussi d'Arménie. Oui. Étrangère, en situation régulière ou irrégulière ? Ça dépend. Ça dépend, parce qu'ils demandent toujours des papiers, comme quoi ils ne peuvent pas être transportés en avion. Non, mais Timothée, étrangère en situation régulière ou irrégulière ? Parce que c'est important.
qu'est-ce qui est important? Savoir s'ils sont en situation régulière ou irrégulière. Si l'étranger était en situation régulière, vous ne pouvez pas le chasser. Mais non, on ne peut pas le chasser. Mais ils arrivent en France avec une insuffisance rénale qui coûte très très cher, puisqu'on est entre 900 € et 150 € la dialyse par jour et par semaine. Bien sûr. Mais ensuite, parce qu'ils sont éligibles à la greffe, même s'ils ne sont pas français. Donc, on va leur payer une greffe qui nous coûte entre 25 et 35 000 €. Timothée, oui. Celui qui est en situation régulière, vous considérez que même un étranger en situation régulière ne doit pas avoir accès aux soins, quoi. Mais ils ne viennent pas pour travailler. Alors Véronique, oui, peut-être que ce que Timothée évoque, c'est le titre de séjour pour soins, qui est un dispositif qui permet à une personne en situation régulière de demander une prise en charge médicale pour une situation d'une extrême gravité. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, cette situation d'extrême gravité a beaucoup évolué. D'ailleurs, c'est l'OFI, cet organisme lui-même, qui le dit, et qu'effectivement, nous avons aujourd'hui 25 000 à peu près titres de séjour pour soins qui sont accordés aux Français avec... qui accorde? C'est l'Office français, c'est l'Office? C'est le ministère des Affaires étrangères. L'OFI donne son avis, et ensuite c'est chaque préfecture qui donne. Madame la députée. Et sur ces 25 000 titres de séjour... pas du tout. 25 000. Sur ces 25 000 titres... 25 000 avis qui ont été demandés pour l'accès à un titre de séjour. Et sur ces 25 000 avis qui ont été demandés, 66% ont été favorables, ce qui fait 16 à 17 000 personnes. Et qui rend l'avis? C'est 3 médecins au sein de l'OFI. 3 médecins. Donc, Madame la députée... L'Office français d'immigration. Juste ajouter que l'OFI donne un avis et que les préfectures ne suivent pas cet avis. Timothée, il faut écouter ce que dit Timothée. Voilà, nous avons 25 000 titres de séjour pour soins qui sont valables sur le terrain, parce que ces titres de séjour sont reconduits. Nous avons 25 000 titres de séjour. Timothée, ces personnes qui sont prises en charge dans un centre de dialyse, est-il normal qu'on ne sache pas s'ils sont en situation régulière ou irrégulière? Théoriquement, on doit le savoir. Ils doivent être en situation régulière, à mon avis. Timothée. Le problème, c'est pas ça. Ah bon. Le problème, c'est que c'est des personnes qui sont soignées chez eux. Ils viennent en France pour la qualité des soins, pour la possibilité d'accès à la greffe gratuitement, mais ils sont soignés chez eux. C'est-à-dire qu'en Arménie, il y a des centres de dialyse. Par contre, les néphrologues leur disent qu'il y a 2 options. Soit vous venez en France et on vous greffe gratuitement, soit vous allez en Russie et ça vous coûte 50 000 Il y a des conventions entre pays. Comment ça se passe? Il y a des conventions entre pays, des accords bilatéraux qu'il faut aller examiner en termes de contrepartie, de remboursement, etc. C'est un dispositif qui est compliqué. Mais a priori, si on vient se faire soigner en France, si on est admis dans un hôpital, soit on a été admis préalablement avec un titre de séjour, soit c'est dans le cadre d'une convention bilatérale, et y compris, vous avez un certain nombre d'hôpitaux qui, en France, font ce qu'on appelle font appel à du tourisme médical, c'est-à-dire ils remplissent évidemment, et sur le dos de la sécurité sociale. Alors sur le dos, en tout cas, qui se font payer grassement un certain nombre d'interventions, voilà, et notamment dans le privé. Donc, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, et que Madame la députée, ne prenez pas un dispositif de santé publique pour faire une question de politique migratoire. La question migratoire, elle mérite d'être débattue, elle est sérieuse. Ne vous inquiétez pas, on va débattre sur la question migratoire. Vous terminez, Véronique Louwagie? Oui, je voudrais juste dire que sur ce titre de séjour pour soins qui n'est pas beaucoup connu, je fais 3 propositions. La première, c'est de faire en sorte que ce titre ne soit accordé qu'à des personnes qui soient sur le territoire français depuis plus de 2 ans. Le deuxième, c'est que il soit mieux défini la situation d'extrême gravité
au niveau pathologie. Et le troisième, c'est que tous les pays dont proviennent ces personnes qui demandent ce titre de séjour pour soins, qui donnent des situations de soins à peu près équivalents à ce que l'on peut produire en France, ne puissent pas donner ce titre de séjour pour soins. Parce qu'effectivement, il y a énormément d'abus et cela participe au tourisme médical. Et nous devons combattre ces situations. Cela dit, le tourisme médical privé, il existe aussi dans l'autre sens. Hein. Le nombre de Français qui vont en Tunisie, en Turquie, en Thaïlande ou ailleurs pour se faire soigner... ça n'est pas le sujet des finances publiques de France. On est bien d'accord, c'est pas le sujet des finances publiques. Et quoique, j'aimerais qu'on jette un œil là-dessus aussi. Il est 11h56. Merci à tous les deux. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi et qui sont intervenus. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Nous allons parler de toute autre chose après les infos de midi. Je recevrai le sociologue Michel Vievorka. Il souhaite que Laurent Berger soit candidat à la prochaine élection présidentielle pour répondre aux deux pôles extrêmes de gauche et de droite. La violence, dit-il, est multiple en France. Notre système politique et institutionnel est épuisé. Sommes-nous en route vers l'autoritarisme? Il est 11h57.